Bonjour à toutes et à tous. Les violences policières touchent la France depuis de très longues années et elles ne font que s'accélérer. Les blessures graves subies par les Gilets jaunes, la noyade de Steve Maya Canisso en Nantes, le décès d'Adama Traoré sous les coups des gendarmes, Cédric Chouviat, le jeune Gabriel qui sera là ce soir, de Bondy, un adolescent, sont quelques exemples de ces violences. Nous avons voulu faire une sorte de meeting en ligne qui s'intitule Police, violence, racisme. Pourquoi ces violences qui ont déjà commencé dans les banlieues avec les contrôles aux faciès, on les a vues également s'exercer lors de manifestations comme celle contre la réforme de retraite et même le 1er mai. Donc, ces violences ont eu leur propre histoire et qui ont commencé, j'insiste, dans les quartiers il y a bien longtemps. Qui en est responsable? La question se pose. Les donneurs d'ordre ou ceux qui exécutent les ordres? Probablement les deux, suivant les conjonctures politiques. On l'a vu avec la nomination du préfet Lallemand, ces violences ont pris une nouvelle tournure très négative. Ce meeting a pour objectif, bien sûr, on ne trouvera pas les solutions immédiatement, mais de poser les questions, faire avancer la réflexion pour pointer ce qui ne va pas et qui pourrait être fait pour améliorer la situation. Policiers, chercheurs, militants, blessés, associatifs se réuniront ce soir pour en parler. Les manifestations à la suite du décès de George Floyd aux États-Unis et sous les coups de la police, une fois de plus, et les manifestations massives qui ont suivi ont pointé également le racisme systémique dans la police américaine qui touche aussi la police française. Ce racisme systémique qui existe également dans les institutions françaises, disséminées et à des degrés différents, prennent des proportions assez problématiques et parfois dramatiques lorsque cela se retrouve dans la police et je crois que notre collègue syndicaliste nous parlera largement de cette question qu'il doit connaître mieux que moi. Nous ouvrons donc le débat. Peut-être nous saurons un peu plus à la fin de ce débat. En tout cas, les questions sont graves et préoccupantes, donc essayons d'en parler. Je remercie les intervenantes et les intervenants et celles et ceux qui nous suivent et bien sûr toute l'équipe qui a commencé à travailler il y a déjà de nombreux jours et qui aujourd'hui continueront à nous aider. Et bien sûr, je remercie ELV qui nous a soutenus dans cette démarche. Alors, je remercie Sandra et Léa Balach qui animeront avec moi le débat en 3 parties. Violence policière, de quoi parle-t-on? Ce sera Léa qui va s'en occuper. Le contrôle aux faciès, symptômes du racisme systémique, ce sera moi. Et peut-on réformer la police et comment? Ce sera Sandra Récoll. Alors, on ouvre le débat. Léa, je te laisse la parole et bien sûr, je laisse la parole à tous les intervenantes et intervenants. Merci d'être là. Merci beaucoup Esther pour cette introduction et merci encore à toutes et tous d'avoir participé. Cette première table ronde, c'est celle de la définition. Les violences policières, de quoi parle-t-on? Quelques chiffres. Tout d'abord, en juin 2020, on a eu la révélation
du nombre de saisines de la police des polices et du nombre d'enquêtes judiciaires, près de 1460 enquêtes judiciaires. C'est à peu près une hausse de 25% par rapport à l'année précédente en 2019. Et parmi ces enquêtes, il y avait plus de 870 faits de violences volontaires commis par des policiers. Pour cette première table ronde, on vous propose tout d'abord d'accueillir Vanessa Kodachoni, qui est universitaire, spécialiste des violences, historienne, politologue, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris 8, et elle est l'auteur de Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes, qui a été publié en 2015. Alors, Vanessa, aujourd'hui, vous disiez dans une des interventions à la presse, lorsque vous présentiez votre ouvrage, et aussi en réaction aux différentes violences qui se déroulent, comme le rappelait Esther, aussi dans les manifestations, aujourd'hui, la répression est de plus en plus préventive. On veut interdire les gens de manifester. Donc, la répression policière devient presque un acte politique. Comment est-ce que les stratégies de maintien de l'ordre ont-elles évolué en France pour conduire à l'augmentation de ces cas de violences policières, près de 25% entre l'année 2018 et l'année 2019. Donc Vanessa, est-ce que vous pouvez répondre à cette question et comment est-ce que cette stratégie de maintien de l'ordre a-t-elle évolué et conduit à l'augmentation des violences policières? En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce qui est un peu triste et un peu grave, c'est que le maintien de l'ordre policier, il a été mis en place pour éviter les bavures et la violence mortelle militaire. Puisque en France, c'était les militaires jusqu'au 19e siècle qui étaient chargés du maintien de l'ordre et qui en fait tiraient dans la foule et faisaient des massacres, comme au massacre de Fourmi, un 1er mai 1891. Donc le maintien de l'ordre, il a été mis en place pour quelque part pacifier les rapports entre les manifestants et puis les agents des forces de l'ordre. Et en réalité, on voit que historiquement, la police, le maintien de l'ordre français a toujours été un maintien de l'ordre extrêmement violent, dur. Et il faut prendre en compte cette histoire-là. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la répression anticommuniste de guerre froide. Alors certes, on n'avait pas les flashballs, on n'avait pas les tasers, mais il y avait déjà des bidules qui étaient des matraques extrêmement fines et longues et qui permettaient de fracasser des crânes. Et il y a beaucoup de militants qui étaient déjà blessés, mutilés dès cette période-là, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, uniquement pour parler de l'après-45. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on parle des violences policières, il faut prendre en compte la logique situationnelle, le temps T. Quel est l'état de la conflictualité politique et sociale à ce moment-là? Et on voit bien que dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une forme de radicalisation réciproque. Pourquoi? Parce que les Gilets jaunes, au départ, il y en a beaucoup qui le disaient, étaient plutôt respectueux des forces de l'ordre. Ils voulaient manifester contre Emmanuel Macron, contre une politique économique de précarité accélérée et accrue. Et en réalité, face à quoi sont-ils retrouvés? Les gaz, lacrymogènes, les NAS, les arrestations, les gardes à vue et les contrôles préventifs. Donc on a bien vu que là, on a une situation de conflictualité sociale, politique très forte, avec des interactions qui deviennent de plus en plus violentes, et donc une police qui va de plus en plus agir, violenter, mutiler. Pourquoi? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il y a une logique situationnelle et une logique du temps T, le maintien de l'ordre est aussi une volonté politique. Il ne faut jamais oublier ça. Un ordre est donné par le commandement policier. Ce commandement policier prend lui-même ses ordres au préfet. Rappelons-nous du préfet l'allemand et tout ce qu'il a pu raconter. Nous ne sommes pas dans le même camp, etc. Avec cette idée qu'il faut disciplinariser les citoyennes et les citoyens, qu'il faut les mettre au pas. On l'a vu aussi au moment du coronavirus et du confinement. Donc, le préfet, qui lui-même en réfère au ministère de l'Intérieur, qui lui-même en réfère au président de la République. Donc, on ne peut pas dire que les violences policières, l'augmentation dont vous parlez, elle ne vient que de la police. Évidemment, la police, elle est violente. Et la violence policière, elle est l'expression de la violence d'État. Mais les violences policières, elles découlent d'une stratégie de maintien de l'ordre voulue à un moment, à un temps T. S'il y a eu une augmentation des violences policières, des mutilations, c'est parce que c'est voulu politiquement. Et on peut prendre l'exemple de mai 68 où on a eu un préfet, par exemple, qui a essayé d'éviter le plus possible le massacre des populations manifestantes. Donc on voit très bien qu'en fonction des personnalités,
du préfet, du ministre de l'Intérieur, du président de la République, de la conflictualité sociale, il peut effectivement y avoir une évolution dramatique des violences policières. Et il faut dire aussi, et ça c'est mes collègues spécialistes, sociologues de la police qui le mettent en évidence, nous avons en France l'un des maintiens de l'ordre les plus durs, les plus violents, les plus radicaux. Et en réalité, pendant que tous les pays, les autres pays comme l'Allemagne et la Belgique ou d'autres pensent à des stratégies de désescalade, c'est-à-dire comment on peut être de moins en moins violent dans le maintien de l'ordre, la France fait de la résistance et persiste avec son maintien de l'ordre extrêmement violent. Et aussi, il faut le dire, sous la pression des syndicats de police majoritaires, qui sont des syndicats de police de droite et d'extrême droite, et qui réclament toujours plus de moyens pour toujours plus de violence. Je prends l'exemple toujours de l'état d'urgence, où les policiers ont réclamé avoir une légitime défense étendue, c'est-à-dire la possibilité de tirer plus facilement contre des individus. Mais on l'a bien vu là, lorsque le ministre Castaner a voulu supprimer l'étranglement, on leur a tout de suite proposé le taser. Donc on voit bien qu'il y a aussi une forte pression politique des syndicats policiers qui se droitisent, voire qui s'extrême droitisent. Rappelons aussi que la police vote beaucoup plus Front National ou Rassemblement National que la population française, et tout ça fait un cocktail totalement explosif. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Vanessa. Ça répond tout à fait, ça pose le cadre et le cadre de ce meeting. Puis, on a voulu aussi donner la parole à des victimes de ces violences. Je parlais de chiffres tout à l'heure, mais c'est aussi des histoires, des vies qui sont heurtées par ces violences lors de ces manifestations. Et donc, c'est pour ça qu'on accueille tout d'abord le témoignage de David Bredelstein, qui est gilet jaune, et qui a reçu un tir de LBD, il me semble, le 16 mars 2019 dans l'œil, et qui depuis a vu sa vie changer. Et donc, David, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment pour comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver là dans les manifestations, et puis aussi l'après, comment est-ce que vous avez été accompagné, si vous avez été accompagné, comment, et puis voilà, comment est-ce que vous le vivez, parce qu'en réalité, on a aussi besoin de témoignages de celles et ceux qui ont été victimes pendant les manifestations pour pouvoir se rendre compte de la violence dont vous parliez tout à l'heure, qui est ce cocktail explosif. David, c'est à vous. Oui, alors bonsoir tout le monde. Alors, je suis un Troyen en fait, et je suis gilet jaune depuis le 17 novembre. En fait, ça fait au moins plus de 10 ans que j'attends une manif en fait sociale. Parce qu'à la base, en France, à la base, quand on travaille, moi je suis avec ma femme, on travaille, on doit pouvoir vivre de ses besoins, enfin, vivre de son salaire. Alors, c'est plus le cas depuis 10-12 ans, on va dire ça. Donc, je suis un gilet jaune depuis le début, et au départ, en fait, je manifestais dans ma ville. Après, il n'y avait plus grand monde, en fait. Du coup, je suis monté à Paris. J'ai commencé par l'acte 3. Donc, l'acte 3, en fait, on a vu déjà que c'était très, la police, en fait, répression à mort. Moi, je me souviens, j'ai déjà vu des femmes, en fait, avec des bouteilles d'eau. La police supprimait les bouteilles d'eau, les vidait et les redonnait vides, pour éviter qu'ils se nettoient, en fait, les yeux avec le gaz, pour le gaz. Donc nous, on est arrivé à 9h15 et tout, et ça commençait déjà à gazer à l'acte 3, donc on s'est rendu compte vraiment ce que ça donnait. Donc ensuite, j'y montais tous les week-ends dès que je pouvais. Dès que je pouvais en fait monter à Paris avec des copains troyens en fait. Et le 16 mars, j'y avais été la semaine d'avant, c'était très chaud parce qu'on a couru aussi. On a couru parce que voilà, ça gazait et tout. Donc la semaine d'après, en fait, j'y retourne. J'attendais en fait cette réunion le 16 mars, c'était dans ma tête, c'était gravé, je sais pas pourquoi. Donc j'y étais et on s'est fait pourrir, en fait. On s'est fait gazer toute la journée. Je suis arrivé à 9h30 ou à 10h, ça a gazé dans tous les sens. Après, comme on dit, ils ont tout laissé faire, en fait, ils étaient complètement dépassés. Donc, en milieu d'après-midi, en fait, j'essaie de rejoindre mes copains troyens qui étaient sur la place, et j'arrive pas à les rejoindre, du coup, je redescends. Et au moment où, en fait, je vois le Fouquet's qui est en train de prendre feu, moi, j'étais déjà fatigué avec les gaz et tout, j'en ai pris trop, en fait, la matinée. Donc, au moment, en fait, où je les vois s'installer au niveau du Fouquet's, entre le Fouquet's et là, je sais plus, je crois que c'est un magasin.
Alors, en fait, je me dis, c'est bon, je vais m'écarter, en fait, pour éviter de prendre quelque chose, reprendre du gaz. Et au final, je me retrouve en plein milieu des champs et je tourne la tête. Je descends, en fait, je marche 5 minutes, je tourne la tête, j'ai allumé la clope avant. Et je tourne la tête et je prends le tir d'LBD en pleine face, quoi. Je le prends à l'œil gauche. Donc, depuis ce jour-là, je sais même pas comment expliquer, en fait, c'est un enfer. J'ai plus envie de finir au fond d'un trou que de continuer à vivre, en fait. Parce que quand on voit nos enfants qui a 15 ans, ma fille, elle est assez forte, hein, de caractère. Quand je rentre de l'hôpital, en fait, ma fille qui se met en total sanglot, en fait, elle sait ce qui s'est passé, mais elle s'en rend pas compte, en fait. Elle se dit pas, elle est choquée, en fait. Elle est choquée comme quoi que la police peut faire ça, en fait. Donc depuis ce jour-là, 16 mars, je dors plus, je passe des nuits très mouvementées, en fait. Et je vois toutes les violences encore avec Steve, Zineb, et j'en passais des meilleurs, quoi. Et depuis ce jour-là, en fait, on a une haine, mais c'est inexplicable, en fait. C'est inexplicable. On se lève le matin, en fait, on se dit on va se bouger un peu le cul parce qu'il y en a marre, en fait. Et au final, on boit un café, on s'assoit, on ne bouge plus devant la télé. Donc, beaucoup de problèmes d'argent parce que automatiquement, j'étais un an en arrêt. Donc, ça va, j'ai de la chance encore d'être embauché, moi, comparé à certains blessés que je connais, comme Vanessa, Jim, Franck, Kif Kif. Tous ces blessés-là, en fait, ne sont pas ma chance, en fait, c'est qu'ils n'ont pas de mutuelle. Donc, moi, j'ai quand même eu la mutuelle qui a pris en charge tous les soins et tout, j'ai rien avancé, à part quelques frais d'hospitalisation, mais ça, c'était pas non plus folichon. Et j'ai eu quand même cette chance, c'est d'être encore embauché. Après, mais même ça, en fait, j'arrive pas à monter la pente. En fait, on s'en sort pas. Ça fait plus d'un an là, et je sais encore, des fois, je prends la route et j'ai envie de me dire, tiens, je vais me foutre dans un fossé parce que, en fait, on n'arrive plus à subvenir à la famille, en fait. Financièrement, on n'y arrive plus à cause de nous, en fait. Enfin, entre guillemets, à cause de nous. On n'arrive pas à remonter la pente parce qu'on se dit, voilà, le salaire ne tombe plus, le salaire, les dettes arrivent et elles sont grosses. Donc, on vit plus. Moi, je vis plus depuis le 16 mars, en fait. Ils m'ont retiré la joie de vivre avec mes enfants. Ils m'ont retiré. J'ai une haine tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il ne faut pas grand-chose, en fait, pour que je vrille complètement. Donc, voilà. Voilà la violence policière, ce que c'est, alors que j'ai rien fait, parce que ce jour-là, comme je disais à Alexandre, ce jour-là, en fait, j'aurais pu totalement vriller, jeter des pavés. Il y avait 300-400 pavés devant moi, et j'aurais pu totalement vriller, prendre des affaires, vider les magasins comme tout le monde, en fait. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai une fierté et j'ai pas envie de finir une nuit en garde à vue pour un t-shirt ou pour un pavé lancé, voilà. Alors que à la base, ouais, j'aurais pu le faire. Comme l'infirmière, en fait, on aurait pu totalement vriller, sauf que j'ai une éducation et je ne l'ai pas fait. Donc, je ne suis pas parti en sucette et au final, je prends quand même un tir de LBD. Donc, j'ai la perte totale de l'œil gauche et j'ai des séquelles. Enfin, voilà, les fractures. Ils m'ont fait beaucoup de dégâts en plus de ça, c'est que j'étais à 10 mètres, en fait. Et dans mon malheur, c'est que heureusement que je tourne pas la tête. Je tourne la tête au même moment, en fait. Sinon, je le prends comme Vanessa, en fait. Je le prends en pleine tempe et je sais même pas si je suis encore là. Donc, ouais, tout ça, en fait, depuis plus d'un an, on ferme les yeux, on fait des sursauts dans le lit, on... J'aurais des sous, j'aurais pété ma télé plus d'une fois parce que quand on entend des Castaner dire à des enfants de 6 ans, on n'a pas le droit de tirer dans le visage avec BD, c'est un sketch en fait. Donc, ouais, voilà, c'est l'enfer depuis plus d'un an. Donc, voilà, juste pour aller manifester, juste pour descendre son frigo, son droit, quoi, son droit de pouvoir manger normal, et puis voilà. Qu'au final, j'espère qu'après, ils paieront tout ça, quoi. Voilà. J'ai plus rien à dire. Merci. Merci beaucoup. C'est très compliqué de reprendre la parole après ce témoignage et voilà, vous ne voyez pas, mais derrière, il y a aussi tous les participants et participantes
en backstage et je pense qu'on a été tous alors émus, bouleversés, en colère aussi avec vous quand vous racontez ça parce que c'est véritablement injuste et c'est compliqué parce que c'est aussi le moment où il faut que je passe la parole à un deuxième témoignage. C'est Gabriel qui lui aussi a été blessé à l'œil en mai 2020, cette année, euh, qui a 14 ans et qui a été blessé par des policiers, qui est aussi extrêmement choqué. Lui, il connaît sûrement moins les difficultés financières que vous et cette responsabilité de continuer à faire vivre sa famille quand on est soi-même chancelant dans son existence. Mais voilà, Gabriel qui habite à Bondy et Gabriel, merci beaucoup de participer. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? C'est une vidéo, c'est un moment qui a ému aussi beaucoup les Françaises et les Français quand on a vu ton témoignage en vidéo dans la presse. Et ça a été l'occasion aussi de rappeler qu'il y a dans des jeunes, dans des quartiers, qui subissent des violences de la part de la police de manière peut-être un peu plus systématique que certains jeunes dans d'autres quartiers. Et ce sera bien entendu le sujet de la deuxième table ronde avec Esther. Donc merci encore Gabriel d'être là pour nous livrer ton témoignage. Merci. Ça s'est passé dans dans la nuit du 15 mai. Du 25 au 26. Du 25 au 26. Du 25 au 26. On était allé avec mon ami voler un scooter. Et quand on est allé voler un scooter, on est parti deux, trois fois vers le scooter. Puis quand on a vu les policiers venir courant et en disant des mots un peu vulgaires, on a eu peur, on s'est dit on va partir, on a couru. Et j'étais en train de courir, puis il y avait les policiers derrière, ils criaient, ils disaient arrête-toi, enculé, connard. Et c'est là où ils m'ont attrapé. Ils m'ont mis les menottes, ils m'ont mis par terre. Puis après, il y a une femme, elle est venue après, qui m'ont mis par terre, elle m'a tenu les pieds. Et il y a l'autre qui est venu en mettant plusieurs coups de pied dans mon visage. Et à partir de ce moment, on a attendu au moins 5 minutes, 2 minutes. J'étais en train de lever la tête et ils m'ont mis dans la voiture. On est allé directement vers le scooter. Il y a 2 policiers qui sont restés là-bas et 2 policiers qui m'ont accompagné au poste. Ils m'ont laissé là-bas sur un banc en à peu près 10-15 minutes. C'est là où j'ai vomi que le policier qui m'a tapé est venu. Il a appelé les urgences qui m'ont apporté à l'hôpital. De là, ma mère, elle ne savait pas du tout où est-ce que j'étais. De là, les policiers n'ont pas appelé ni l'ont pas prévenu de l'arrestation. Ma mère, elle a commencé à s'inquiéter vers 8h du matin puisque j'étais pas là dans la chambre. Elle a commencé à appeler les policiers. Les policiers, ils ont dit que j'étais arrêtée. Puis l'ambulance, vers 10h, il a appelé ma mère en disant que je suis à l'hôpital dans des états graves et que ma mère, elle était dans un état de choc quand elle a entendu ça. Elle est directement venue avec une amie et
quand je l'ai vu, quand j'avais une grosse bosse au niveau de l'œil qui était fermée, quand je l'ai vu d'un seul œil qu'elle pleurait quand elle m'a vu, c'était presque insoutenable. Déjà, ils ont dit devant moi, devant les autres personnes de l'hôpital que j'étais tombé tout seul au niveau du sol, au niveau d'un, d'un pavé. Et je leur ai tout de suite dit que c'était faux. C'est là où il y a une dame, Madame Femme, je crois. Madame, elle est venue, je lui ai expliqué toute l'histoire. C'est là où elle m'a aidé à elle m'a aidé à appeler ma mère. Et c'est là que ça s'était passé pour le moment. Puis il y a eu les autres gens qui sont venus m'aider, comme maintenant, qui m'aident maintenant, comme Sergio, Ricardo, des personnes très bien qui essaient de m'aider de plus en plus. Merci beaucoup, Gabriel. Ce que tu racontes là, finalement, c'est que tu as été tapé et qu'en fait, la police, un, n'a pas prévenu ta famille et deux, ne raconte pas la vérité, en tout cas, raconte pas la même chose que toi. Vanessa Kodachoni, je vais vous demander de réagir à ces deux témoignages. C'est des témoignages qui font émerger ces questions dans le débat public, qui font réagir les Françaises et les Français et toutes celles et ceux qui ont eu connaissance de ces témoignages. Et merci encore de nous les livrer ce soir parce qu'ils sont précieux et qui nous permettent de nous rendre compte de la réalité quand on parle de violences policières. Comment est-ce que les témoignages de victimes ont pu faire évoluer le débat sur les violences policières? Voilà, il y a eu plusieurs séries, je veux dire, de témoignages qui ont sûrement apporté et contribué à faire évoluer le débat à ce niveau-là. Oui, alors merci beaucoup aux deux personnes qui ont accepté de témoigner de la violence subie. Je trouve que ce sont des témoignages importants parce qu'on voit les effets des violences policières et en fait, c'est une répression dans la chair, c'est une répression à vie qui est irrémédiable. Et il me semble que c'est important aussi parce que, comme vous le disiez, vous avez une haine envers la police, hein, monsieur, et je crois que ça dit quelque chose aussi de l'évolution de l'état de la société par rapport à la police. C'est-à-dire que avant, les violences policières, certes, elles touchaient un petit peu tout le monde, mais elles étaient cantonnées dans des quartiers qui étaient, les quartiers ont été un laboratoire des violences policières. Et puis petit à petit, justement, elles ont commencé ces violences policières à toucher un peu tout un chacun, et notamment les manifestants, les gilets jaunes, les jeunes, des collégiens, des lycéens, des journalistes, etc. Et en réalité, on voit que plus on est confronté à la police et plus on la connaît, plus elle suscite d'opposition, si ce n'est de détestation et de violence. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui me semble très important de signaler, c'est que beaucoup de gens ces dernières années ont été confrontés à la police et que ça va changer la relation de la population, en tout cas d'une partie de la population à la police, et ça va changer le regard qu'une grande partie de la population porte sur la police. Et effectivement, les témoignages, c'est extrêmement important et c'est aussi assez nouveau en réalité, parce qu'il y a eu énormément de violences policières, il y a eu même des massacres, des fusillades historiquement dont on a très peu parlé, parce que les personnes ne pouvaient plus parler, mais aussi parce qu'elles n'étaient pas écoutées. Et là, je pense en particulier au massacre du 17 octobre 61, hein, où on a énormément d'Algériens qui ont été tués dans l'arrière-cour des commissariats, jetés à la Seine, etc., et dont on a finalement très peu parlé. Et en général, les victimes de violences policières n'étaient pas du tout écoutées, aussi, il faut dire, parce que c'était des jeunes racisés des quartiers populaires. Et donc là, on a quelque chose de nouveau qui va visibiliser à l'opinion publique qui n'a pas l'habitude d'être confrontée à la police, qui va visibiliser ce qu'est la violence policière. Et je trouve que c'est très important parce que du moment qu'il y a eu des témoignages, les médias notamment n'ont plus pu faire que comme s'il y avait uniquement de la violence manifestante entre guillemets. Et je trouve que le mouvement des Gilets jaunes est assez symptomatique à cet égard. C'est-à-dire qu'au départ, on ne parlait que des casseurs et des violences manifestantes et des revendications, etc., qui étaient bizarres et un petit peu multiformes.
Et puis, très rapidement, devant les témoignages, devant les mutilations, devant la multiplication des violences policières, les médias, même BFM TV, s'est mis à parler des violences policières et s'est mis à ne parler quasiment que de ça pendant des semaines. Et là, ça bouge quelque chose, ça fait changer les choses, ça modifie les représentations. Enfin, on en parle, ça sort un petit peu ça sort un petit peu des cercles autorisés qui dénoncent les violences policières depuis longtemps, etc. Je voulais dire quelque chose aussi. Il y a les témoignages qui me semblent très importants, ceux que vous nous avez livrés. Merci encore. Mais il y a aussi d'autres formes de témoignages ou de visibilisation des violences policières qui me semblent importants. C'est ceux qu'apportent les journalistes qui filment dans les manifestations, qui ont filmé les gilets jaunes mutilés, qui ont filmé des gilets jaunes en train de se faire tabasser, nasser, tout ce que vous voulez. Et les citoyennes et les citoyens qui filment avec leur smartphone. Et je voudrais dire là qu'il y a un véritable enjeu à filmer, à mon avis, les violences policières. C'est pour ça que les policiers sont très énervés quand il y a des films, parce que la plupart des films démentent la version policière de ce qu'il s'est passé. On a beaucoup de cas où les vidéos ont permis de démonter la version policière de violences qui ont été commises et de certaines bavures, entre guillemets. Voilà ma réaction. Merci beaucoup, Vanessa, et merci encore à David et Gabriel pour leur témoignage. C'est la fin de cette première table ronde. Vanessa, vous parliez de filmer les violences policières pendant les manifestations, filmer aussi les contrôles d'identité. Ça a été un des actes militants, notamment des collectifs comme Stop Contrôle aux Faciès, qui participent aussi à cette deuxième table ronde, qui est animée par Esther, à qui je cède la parole. Merci Léa. Nous passons donc à cette deuxième table ronde. Un sujet qui me tient à cœur, le contrôle aux faciès, parce que quand je suis arrivée au Sénat et que nous avions un groupe écologiste, c'est une des premières lois que nous avons proposition de loi que nous avons déposée et en demandant un récépissé à la suite de chaque contrôle. Et nous avons été très malmenés par Valls. Et cela ne s'est jamais réalisé. Et il nous a promis les caméras piétons. Ça n'a pas marché non plus, puisque en général, elles ne fonctionnent pas et tous les policiers ne sont pas pourvus de ces caméras. Alors, donc, c'est une question à laquelle je réfléchis depuis longtemps, d'où la raison de cette organisation d'un meeting. Enfin, le meeting, le mot est un peu peut-être grandiose et présomptueux, mais voilà, c'était un peu pour attirer l'attention sur ces questions qui nous interpellent depuis longtemps et qui continueront à nous interpeller, hélas. Alors, je vais présenter les personnes qui participent à cette table ronde. Alexandre Langlois. Merci Alexandre, vous avez fait des efforts. J'espère que vous n'aurez pas des soucis avec votre syndicat, mais vous avez l'habitude, donc ça ne va pas vous gêner. Vous êtes un homme courageux. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Vigie. Vigie-Police, et voilà, donc je vais vous poser quelques questions. Maître Slim Benachour, qui est avocat des victimes qui sont contrôlées au faciès. J'ai assisté, je crois, à une ou deux auditions. Enfin, je l'ai vu défendre ces jeunes personnes. Et Maître Slim Benachour est un homme, comme on dit, l'humaniste même, vu tous ces investissements dans cette affaire. Et puis, bien sûr, je ne connais pas le reste, mais pour le contrôle aux faciès, il est vraiment un des avocats spécialistes de la question. Aussi, je remercie France Lolia, qui est la cheville ouvrière de Stop Contrôle aux faciès. Et j'espère que nous aurons un débat enrichissant, j'en suis quasiment sûre. Et puis, j'aurais voulu faire des questions-réponses croisées, mais je crois que
le système que nous utilisons n'est pas très apte à ce genre de maniement. Alors, Monsieur Alexandre Langlois, je vais vous poser 3 questions. Mais la première, je commence par une qui pourrait vous intéresser de près. Qu'est-ce qui guide un policier à faire ces contrôles aux faciès, puisque nous savons que lorsqu'on fait des contrôles aux faciès, une personne qui a la peau noire aura 6 fois plus de contrôle qu'une personne à peau blanche et 8 fois pour une personne issue de l'immigration, un arabo-musulman. Donc, ce sont quand même des chiffres qui ont été donnés par des scientifiques. Il y a un très beau travail qu'on appelle Jobar-Lévy, qui a été mené à la Gare du Nord et qui est passionnant et qui nous montre que ce fléau existe et que les jeunes gens à capuche ou etc. sont contrôlés beaucoup plus que quelqu'un qui porte un costume, une cravate. Ces personnes ne sont jamais contrôlées. Les personnes à peau blanche, les femmes y échappent aussi, et les personnes âgées. Alors, Monsieur Alexandre Langlois, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qui guide un policier à faire ces contrôles? Est-ce qu'il y a des raisons ou est-ce qu'il y a quelque chose dans sa formation qui fait qu'il cible plus facilement des personnes racisées que d'autres personnes? Enfin, vous connaissez mieux que moi le sujet. Est-ce que vous pourriez nous éclairer quelque peu, surtout que dans un de vos tweets ce soir, de votre syndicat, vous voulez faire des révélations sur comment les racistes sont protégés dès l'école de police. Merci. Alors, il y a la question, il y a 3 axes. Pourquoi plus de personnes contrôlent aux faciès, c'est comme ça que ça s'appelait. D'abord, il y a une hypocrisie politique, pour commencer, depuis M. Sarkozy. Tout simplement, parce qu'il y a une politique du chiffre. Une politique de chiffre pour renvoyer des étrangers en situation irrégulière au pays. Et statistiquement, pour avoir plus de chances de faire l'étranger en situation régulière et remplir les statistiques, eh bien évidemment, mes collègues vont se tourner vers des personnes de type, je veux dire, arabo ou africaines, ou que ça, non blancs. Parce que statistiquement, les personnes blanches, elles sont dans des pays avec des accords européens, des accords français, et ont peu de chances d'être envoyées au pays. À noter qu'en plus, quelque chose qui a été renforcé par la loi Asile-Immigration de M. Collomb et M. Macron, maintenant, on doit contrôler les gens sur leur type étranger. Voilà, on n'avait pas vu ça depuis le type juif pendant la guerre 39-45, pendant l'occupation. Type étranger, ça n'a aucune valeur juridique. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas été défini dans la loi. Donc voilà, donc il faudrait poser la question à M. Macron, qu'est-ce qu'il entend dans cette loi qui a été malheureusement votée et qui est en application. Donc il y a cette hypocrisie politique de dire « Ah, il y a des contrôles aux faciès », mais tout est fait pour y inciter et ça a été encore renforcé sous ce quinquennat malheureusement. La deuxième raison aussi, c'est par rapport à un contrôle social. Un contrôle social du fait qu'il y a plus de chances de tomber dans les délinquances, notamment le trafic de stupes, quand on vient des quartiers populaires que quand on vient des beaux quartiers. Évidemment, parce qu'on cherche des situations pour s'en sortir. On cherche, je repense à M. Collomb, qu'on était allé à Toulouse, et il avait dit à une dame, écoutez, j'espère que votre fils ne tomberont pas dans les délinquances. Elle a dit, oui, mais il y a 40% de chômage dans mon quartier, donc trouvez-moi des opportunités pour qu'il puisse travailler. Et la réponse, il n'y en avait pas du coup. Il y avait juste la réponse répressive plutôt qu'une réponse sociale et un accompagnement. Parce qu'évidemment, quand on a un beau costard-cravate et qu'on est dans le quartier des affaires, quelle que soit sa couleur de peau, on n'est pas trop inquiété. Moi, quand vous allez au Bourget, par exemple, à l'aéroport du Bourget, quand les gens descendent de leur jet privé, quelle que soit leur couleur de peau, il n'y a pas de problème. Ils sont dans le business, ils peuvent venir de n'importe quel pays, donc pas de souci. Donc, c'est un contrôle de la misère sociale également. Le troisième point, et c'est là qu'on avait, mon syndicat l'a annoncé un petit peu dans la journée, c'est qu'il y a aussi des racistes dans la police nationale. Une minorité nuisible, mais qui existe. Et malheureusement, là, nous avons eu un cas, il y a quelques jours, une élève gardienne qui s'était plaint que, je vais raconter l'anecdote, mais pour montrer jusqu'où ça va. Le formateur passe une musique du rap, voilà, et après il passe une musique de Francis Cabrel, de mémoire, une musique francophone française. Et quelqu'un dans la classe dit « Ah, ça fait du bien, au moins on ne passe pas que de la musique de Bougnoul ».
Du coup, la collègue d'origine arabe et maghrébine a dit ça me choque, écoutez, voilà. Donc elle a dit je ne peux pas tolérer, surtout que c'était des brimades habituelles, elle se faisait traiter de bico, etc. Donc là, elle a décidé d'agir. Elle a fait un rapport en disant voilà ce qui s'est passé, je ne le tolère pas. Au bout d'un moment, ce n'est pas possible, je suis victime de ces agissements et donc je vais les dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Son formateur a dit mais ça ne va pas, tu vas nous faire des ennuis, tu aurais pu rester discrète jusqu'à la fin de la scolarité. Résultat des courses, elle a eu une procédure disciplinaire parce qu'on lui a mis une balle, une cartouche de pistolet dans son sac. Il faut savoir que son sac, au moment où la cartouche a été trouvée, curieusement, il y a une photo qui a été prise, elle n'était pas à côté de son sac, elle était en salle de cours. Il n'y a pas eu de perquisition par un OPJ. D'ailleurs, l'administration a refusé de faire venir un OPJ pour constater qu'il y avait une cartouche dans son sac. Et au final, après une enquête disciplinaire qui a été faite par l'école elle-même, le directeur de l'école, donc c'est l'école de Nîmes, l'école de police de Nîmes, a appelé un de ses supérieurs hiérarchiques à la DRCPN, donc la direction des ressources, la direction de la formation de la police nationale. Et cette personne, ce commissaire, a mis la pression à ses collègues en disant on sait qui vous êtes, on va vous mettre la pression, votre scolarité c'est terminé, vous n'auriez dû jamais dénoncer ça, ça va nous fatiguer. Donc résultat des courses, pour avoir dénoncé des actes racisme dont elle était victime, voilà, parce que le formateur avait défendu la collègue, la personne qui avait traité, avait donné, c'est encore une musique de Bougnoul, elle avait dit mais c'est pas pour toi, c'est en général qu'elle parle des Bougnoul. Je ne sais pas si c'est mieux dans un sens ou dans un autre, dans les deux cas c'est un délit. La réaction, ça a été la politique de l'autruche de la part de toute la hiérarchie au niveau de la police, au niveau de la formation. Résultat des courses, cette collègue est convoquée en conseil de discipline pour être sanctionnée. Voilà, et sa scolarité est reportée et elle vit un calvaire depuis qu'elle a dénoncé ces faits. Donc depuis l'école de police, l'institution incite à l'opacité et à l'omerta. Donc voilà, j'espère que cette collègue pourra s'en sortir, peut-être que par l'intervention de votre intervention, Madame la sénatrice, ou diverses interventions. En tout cas, nous, on va médiatiser cette affaire parce que c'est intolérable. Et évidemment, après, dans les services, ceux qui ont la belle parole, ceux qui ont l'autorisation de parler par la hiérarchie, c'est ceux qui vont tenir les propos les plus extrémistes, vu que les autres, on leur dit si vous bougez une oreille, c'est l'omerta, vous serez sanctionné malgré ce que vous avez dénoncé. Voilà, c'est ce qu'a vécu notre délégué Noam Arnoir pour avoir dénoncé des actes racistes dont il a été victime. C'est lui qui a été sanctionné de 24 mois d'exclusion temporaire de fonction. Quand notre syndicat, en 2012, avait dénoncé une affiche d'Hitler dans une compagnie de CRS, l'administration n'a pas bougé une oreille jusqu'à temps que ce soit médiatisé. Et notre délégué qui a médiatisé l'affaire, bien sûr, a subi les conséquences et les foutes de l'administration avec un harcèlement moral au travail continu. Donc à partir de là, en fait, tout est fait à cause d'une minorité et une hiérarchie qui ne veut pas de vagues. Et pas de vagues, du coup, ça veut dire qu'on sanctionne les gens qui peuvent causer des vagues parce qu'il y a un non-respect de la législation. Et malheureusement, tout ça est encouragé d'autant plus que M. Valls, encore le même, a fait un code de déontologie de la police nationale. Mais dedans, nous sommes un des rares codes de la déontologie dans la fonction publique où il n'y a pas rappel de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire que quand nous constatons un manquement, c'est-à-dire un délit ou un crime, nous devons immédiatement les dénoncer au procureur. Aucun rappel dans ce code de déontologie. Par contre, des rappels à la loyauté et au devoir de réserve pour nous faire taire, en fait. Et aujourd'hui, voilà, quand quelqu'un dénonce des actes délictuels, voire criminels, c'est ces personnes-là qui sont sanctionnées. Et je repense à l'échange que j'avais eu avec l'ancien directeur général de la police nationale. Mais oui, mais si vous ne dénonciez pas tout, l'image de la police nationale ne serait pas salie vu que ça ne se serait pas. Donc c'est pour ça que nous vous accusons. Et donc malheureusement, tous ces gens sont politiques. Et après, je sais qu'on reviendra dans une troisième partie sur le contrôle de la police par un IGPN qui est jugé parti, qui ne fait malheureusement qu'enterrer les dossiers plutôt que de les protéger. Donc effectivement, il y a trois raisons principales. La raison 1, c'est une hypocrisie politique renforcée par M. Macron avec ce contrôle sur le type étranger, le type extérieur étranger, donc il faudra qu'on nous explique, c'est catastrophique. Le problème aussi du contrôle social, donc avec les gens de couleur qui sont riches n'ont pas vraiment de soucis à se faire, s'ils sont en costard-cravate, donc plutôt à l'habit, voilà, aller dans le quartier des ambassades. Et le troisième point, c'est que minorité raciste protégée dès l'école de police par la hiérarchie policière. Passionnant, passionnant, on apprend plein de choses, même si on avait l'intuition que ça pouvait se passer de cette façon-là. Merci pour ce témoignage de l'intérieur. Je voudrais prendre mes deux dernières questions à vous, en faire une seule. La police, comme vous le savez, n'accepte pas l'octroi d'un récépissé, comme ça se fait dans différents pays à la suite de chaque contrôle. Ce qui, n'est-ce pas, éviterait
un nombre assez, parfois 2, 3 fois, c'est rare, mais ça arrive également, ces contrôles en continu. Alors, et on a beaucoup discuté avec la police lorsqu'on a fait cette proposition de loi. Alors là, même le prédécesseur du contrôleur, le défenseur, pardon, des droits, M. Baudis, avait organisé un colloque avec des policiers venant de différents pays, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, pour discuter de ce sujet, puisque dans ces pays, on appliquait en partie l'octroi d'un récépissé. Alors, si ce n'est pas le récépissé, quelle serait la solution pour éviter ces contrôles à répétition? La solution, c'est que nous, déjà, nous sommes favorables au récépissé de contrôle d'identité. Parce qu'après, ce qu'on pense, pourquoi la démarche n'aboutit pas, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est que la question est mal posée. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, on fait un contrôle de récépissé pour faire stopper les contrôles aux faciès. Ça ne concerne qu'une minorité de personnes, malheureusement, sur l'ensemble de la population, et personne ne se saisit du problème à part les personnes concernées. En plus, les policiers se sont stigmatisés en disant, nous, en fait, comme je viens de l'expliquer, il y a plusieurs critères qui font que l'institution et les politiques nous incitent à faire des contrôles aux faciès. Donc, forcément, on va continuer, mais si on veut nous mettre une barrière, comment on va travailler? Donc, il y a cette schizophrénie politique. La vraie question, maintenant, c'est que nous, on avait proposé de dire, on est pour le récépissé, mais il faut le présenter d'une autre façon. De dire, la police nationale est la seule institution que quand elle contrôle quelqu'un, il n'y a pas de récépissé, pas de papier administratif. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les gens qui sont contrôlés au faciès. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un contrôle routier. Ma femme a eu un contrôle routier, blonde aux yeux verts, donc voilà, blanche. Il n'y a pas de raison de contrôle au faciès. Par contre, elle arrivait en retard à son travail. Aucun justificatif. Et ça concerne monsieur et madame tout le monde, de ne pas avoir de justificatif pour un retard au travail, pour avoir raté son vol, pour avoir raté son train, pour avoir raté un entretien d'embauche. Donc, présenté comme ça concerne tout le monde. Et ça règle en parallèle le problème du contrôle au faciès. La deuxième chose qu'on demande en parallèle, c'est qu'il y a aussi un deuxième problème, pourquoi les contrôles d'identité dérapent régulièrement. Effectivement, les caméras de piétons que M. Valls avait promis qui ne sont jamais arrivés et qui ont été encore repromis par M. Collomb, qui ne sont toujours pas arrivés et qui sont encore repromis, on verra si un jour elles arrivent. Mais il y a également aussi, ce qu'on avait demandé, c'est que ça dérape également parce qu'il n'y a en France pas d'obligation d'avoir de pièces d'identité sur soi. C'est-à-dire qu'en général, si on a une obligation, on demandera en contrepartie d'avoir une obligation d'avoir une pièce d'identité sur soi, ce qui permet à la personne deux options. Vous avez votre pièce d'identité, vous la présentez, contrôle terminé en 5 minutes. Vous ne l'avez pas, on vous ramène au commissariat pour une vérification d'identité et on vous extrait de la voie publique. Donc, en fait, il n'y a plus possibilité d'attroupement, etc. Donc, ça clarifie le travail des policiers. Ça clarifie aussi également les tensions qu'il peut y avoir sur la voie publique. Et en parallèle, ça résout aussi un petit problème d'égalité qui est rompu en France, c'est que les gens du voyage sont les seules personnes en France à devoir avoir toujours sur elles une pièce d'identité. Donc, pourquoi elles ont un traitement de la sorte? Alors, du coup, permettrait de également résoudre ce problème d'inégalité en demandant à tout le monde d'avoir une pièce d'identité. Présenté de cette façon-là, ce sera à la fois compris des policiers, compris de l'ensemble de la population, et ça réglera à la fois le problème d'inégalité pour les gens du voyage et les contrôles aux faciès. Avec ça, bien évidemment, il faudrait que les politiques arrêtent de nous demander du contrôle aux faciès avec les contrôles de type étranger et la politique du chiffre de façon générale. Votre micro est coupé, Madame la sénatrice. Bon, écoutez, je vous remercie. Je vais me tourner vers Maître Slim Benachour qui a défendu de nombreuses personnes victimes de ces contrôles au faciès. Bonjour, Monsieur Slim Benachour. Ces contrôles sont accompagnés d'humiliations comme les palpations, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose qui nourrit quand même la colère des personnes qui en sont victimes et toujours certaines catégories, comme on l'a déjà dit. Alors, je voulais aussi, dans la même question, vous dire que vous avez gagné des procès et pourtant, il n'y a toujours pas eu jurisprudence. Qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi? Parlez-nous un peu de ces procédures. Alors, un petit peu dans le prolongement de l'intervention de M. Langlois, je dirais la contribution du juriste dans cette
dans ce débat, c'est qu'il interroge les pratiques policières, la politique, devant le juge. Et on a des réponses qui sont assez surprenantes hein, au nom de la République, parce que les dossiers qu'on porte, on les porte en général contre l'État. C'est-à-dire que très rarement, on engage la responsabilité des policiers parce que c'est une responsabilité en général pénale quand on parle de violence. Et au bout du compte, si on engage la responsabilité et qu'un juge condamne un policier, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il s'agit d'un policier. Or, quand on attaque, on poursuit l'État, on attaque un système, que ce soit les contrôles au faciès et ou les violences policières. L'intérêt de la démarche, d'abord, historiquement, la démarche, elle vient, et Franco vous en parlera, elle vient d'abord d'un échec, puisque les politiques, alors pas vous, hein, bien sûr, mais vous avez parlé de Valls, c'est aussi Hollande, s'est engagé à mettre en place le récépissé de contrôle et de mettre un terme au contrôle au faciès. On sait ce qu'il en est venu. C'est la raison pour laquelle on a engagé des contentieux. Et quand on interroge la pratique et la politique, on a quelquefois des surprises, puisqu'on est quand même à milieu de considérer qu'au plus haut niveau, alors c'est M. Valls hein, qui traitait le dossier, devant la Cour de cassation, vous avez l'État qui justifie des contrôles d'identité de 3 personnes noires parce qu'il y a une suspicion de séjour irrégulier. Au plus haut niveau de l'État, dire que implicitement, on contrôle plus les Noirs parce qu'il y a plus de chances qu'ils soient étrangers, je n'ai pas besoin de développer ce que ça veut dire de la façon dont ils voient la République et les citoyens. On voit bien qu'on est plus proche d'une conception trumpienne de la nationalité, c'est-à-dire qui est liée à la couleur, qui est liée aux origines. C'est du Zemmour institutionnel. Donc ça, c'est la première chose qu'on a obtenue. Un mémoire de l'État dans lequel on justifie des contrôles de Noirs parce qu'il y a une suspicion d'être étranger. Il y a également dans d'autres dossiers, et je crois que c'est Vanessa qui faisait référence, dans des dossiers de personnes qui filment des contrôles d'identité ou des violences, vous avez des procureurs, notamment à Bobigny, qui n'ont aucun complexe pour vous dire que, et contre allégem, c'est-à-dire contre la loi, que filmer des policiers en action de contrôle d'identité et dans des conditions de sécurité pour les policiers, eh bien, ça constitue une entrave au travail du policier. Et ça, c'est vrai que on n'attend pas ça non plus comme réponse de l'État. Dernièrement, dans des dossiers de violences policières en direction subis par des mineurs, on a appris que dans les mains courantes informatisées des commissariats, et notamment dans le 12e arrondissement de Paris, pour des enfants qui n'avaient aucune raison d'être contrôlés et qui n'avaient a fortiori pas de raison d'être molestés, eh bien l'intervention s'appelait, la nature de l'intervention était indésirable. Ce qui pose de sacrées questions sur les ordres et le travail quotidien des policiers qui patrouillent. Et puis tout dernièrement, je dirais, la contribution toujours dans ce dossier concernant les mineurs, elle vient du défenseur des droits juste avant de partir, c'est ces observations dans le dit dossier du 12e arrondissement, considérant que dans ce quartier-là, il y a la création par les policiers d'un environnement discriminatoire, parce qu'il s'agit des gamins perçus à tort ou à raison comme ayant des ascendances africaines ou maghrébines, eh bien donc il y a une différence de traitement avec des violences, et il va parler de discrimination systémique, qui crée un lien d'ailleurs avec ce qu'on reconnaît de façon assez ordinaire aux États-Unis et qui a été abondamment commenté après la mort de George Floyd. Donc, je pourrais vous en parler des heures. Je vais rester là sur l'histoire judiciaire. Cette question. Écoutez, comme je crois qu'on a dépassé un peu le temps qui nous était alloué, et je vais m'adresser maintenant à Franco Lolia, qui est la cheville ouvrière du collectif Stop Contrôle au faciès,
on a connu toute une série de jeunes qui avaient fondé cette association. C'est très sympathique de vous voir, vous aussi, dans cette association. Peut-être vous êtes là depuis longtemps, mais j'avais vu d'autres personnes avant. Bon, vous aurez peut-être des choses à nous dire. Voilà, une question un peu directe. Que réussit à faire ce collectif? Discutez-vous avec des policiers pour les convaincre, par exemple, d'accepter le récépissé attestant le contrôle, le port des caméras piétons, le port du matricule. Il y a plein de choses à faire. Et bien sûr, ce sera ma dernière question que j'inclus dans cette grande question, dans la taille plutôt. Que demande votre association pour faire cesser le contrôle aux faciès? Voilà, à vous. D'accord, ben merci. Déjà, je tiens à exprimer ma propre solidarité aux victimes de violences policières. C'est-à-dire, j'ai entendu David et Gabriel, et c'est pour dire que là, il y a une compassion vraiment profonde par rapport à ce qui s'est passé, et je ne saurais que dire de plus, mais voilà, je tenais à le souligner. Et merci d'avoir témoigné. Et pour le reste, s'agissant de ce qu'on a pu apporter en tant que association collective Stop le contrôle aux faciès, il faut aussi le dire parce que je connais Slim et d'autres, hein, c'est-à-dire il y a eu un grand apport juridique. En tout cas, tout ce qui est apport juridique et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment un ensemble. Mais la première chose qui est invisible, c'est qu'aujourd'hui, on parle de contrôle aux faciès. Ce terme-là, cette expression-là n'existait pas avant. C'est-à-dire, il y a des choses, hein, on dit comme ça en spiritualité que le verbe mène à l'existence. Ne pas nommer les choses, déjà, empêche même de traiter le problème puisque la question n'existe pas. Donc, la première chose, avant même d'entrer dans les problèmes de récépissé, de caméra piéton, etc., c'est de nommer un mal qui existait et qui était parfaitement normalisé, et par moi en premier. C'est-à-dire, c'est pour ça que d'ailleurs, je suis rentré dès les premières heures dans ce collectif, parce que je m'étais rendu compte que cette chose-là m'arrivait, mais que je l'avais complètement normalisée. Au même titre que j'ai entendu dans les témoignages des victimes de violences policières, David qui disait notamment, il n'avait rien fait ce jour-là, mais combien même il avait fait quelque chose, est-ce que ça mérite qu'on lui ôte un œil? C'est-à-dire que c'est ça le problème, quand on intègre cette notion de criminalisation et qu'on finisse par se croire coupable alors que rien ne justifie, il y a une question de proportionnalité. Donc voilà, la première chose. Ensuite, il est clair que ça c'est, c'est-à-dire discuter avec des policiers. Moi, je veux démystifier les choses. Là, je vais parler plus en mon nom. C'est-à-dire, il n'y a pas comment dire, le débat pour moi, police-citoyen, n'existe pas. La police, c'est un corps institutionnel sans cerveau. Et là, je ne parle pas des individus qui constituent la police, je parle bien du corps institutionnel en lui-même. Donc, le cerveau, c'est vraiment l'État. Si la police s'autorise à faire ce qu'elle fait en termes de violence, de contrôle aux faciès et de discrimination raciale ou classiale, hein, je vais inventer un mot, c'est parce que l'État le permet. Et tout ça, c'est à rechercher dans les racines historiques. C'est-à-dire, c'est des choses, du point de vue du racisme, il faut chercher dans l'histoire coloniale française. Et il y a des réflexes coloniaux qui sont là et le contrôle aux faciès et comment dire, l'héritage de ce réflexe. Et au niveau des gilets jaunes, et c'est triste à dire parce qu'on est là, on pourrait même, c'est-à-dire les choses s'expriment au niveau de la classe. C'est-à-dire, il est clair que la police, comme l'armée avant ça, ou les gendarmes, etc., étaient constitués pour protéger la bourgeoisie et non pas le bas peuple, même si on prétend le contraire. Donc, on voit qu'au niveau de la classe et au niveau de la race, la police conserve toujours des réflexes, et si ces réflexes-là sont autorisés, c'est parce que l'État, et c'est en cela que nous, on parle par exemple de racisme institutionnel, et on n'aime pas parler de racisme d'État, mais ça peut être pareil au niveau de la classe, c'est-à-dire c'est parce que l'État le permet, l'État l'ordonne même de manière implicite, ce n'est pas dans les textes de loi, mais par exemple, type étranger, c'est quelque chose qui n'a aucun fondement légal, mais qui est transmis de manière implicite, de manière larvée et tout ce qui s'ensuit.
Donc voilà, donc discuter avec des policiers, oui, mais le problème c'est que ça ne changera rien parce que le policier en tant que tel est un exécutant, le corps policier. Si je reçois une claque, je ne vais pas discuter avec la main, il faut que je parle avec le cerveau. Et donc c'est là le problème. Mais discuter avec un policier en tant qu'individu, oui, ça nous apporte et je suis d'ailleurs content d'avoir entendu… je dis Alexandre et je me permets parce que je vois le nom qui s'affiche, témoigner, mais je veux dire, je pourrais discuter avec lui en tant qu'individu, mais je sais que pour changer les choses de manière systémique, les policiers n'ont pas un pouvoir, même s'ils ont la volonté de le faire. Donc voilà, donc en tout cas, le débat n'est jamais fermé en ce qui me concerne et ce n'est pas un problème de policiers, c'est un problème de politique systémique, de politique étatique. Et donc, voilà. Et le problème, c'est que la police est souvent utilisée comme un épouvantail. Toutes les haines se focalisent. Attention, je ne suis pas là pour dire que la police fait bien son travail, etc. Mais je veux dire par là que, justement, l'État est capable de sacrifier la police pour pas qu'on s'attaque au véritable problème, c'est-à-dire le donneur d'ordre. Donc, voilà à peu près, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est pour dire que, voilà, le problème me semble plus complexe que… ce n'est pas un problème police-citoyen simplement. Merci, merci beaucoup. Maître Benachour, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Et moi, j'ajouterais cette question que je n'ai pas voulu ajouter pour ne pas rallonger le débat. Alors, les personnes qui s'adressent à vous, ces personnes contrôlées, humiliées. Pourquoi, enfin, comment elles arrivent jusqu'à vous? Quel est leur ressenti au niveau de l'injustice? Vous les fréquentez longtemps parce que une procédure dure un certain moment. Est-ce que vous pourriez aussi répondre à cela et nous finirons cette table ronde avec vos réflexions. Merci. Écoutez, alors, moi, je trouve la situation assez catastrophique parce que aujourd'hui, beaucoup des personnes qui subissent les contrôles d'identité, d'ailleurs, je soumets le problème à Alexandre, beaucoup des personnes qui sont contrôlées sont des mineurs. Ça pose un sacré problème. La carte d'identité pour des mineurs, justifiée d'une identité. Moi, je me souviens, et je sais pour ma fille, qu'elle n'a pas de carte d'identité, elle n'a pas de moyens de justifier de son identité, comme pour moi il y a une quarantaine d'années. Donc, mais Franco pourrait vous le dire, parce que Franco, il a grandi, aujourd'hui il est âgé, mais c'est une cérémonie détestable. C'est une catastrophe dans son évolution personnelle, c'est une entrave à son évolution, c'est hypothéquer l'estime de soi, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les gamins, d'autant plus, comme l'a très bien dit Franco, ça s'inscrit dans une normalité. Deuxièmement, c'est catastrophique dans la relation avec la République, les institutions, la défiance, la rupture. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable sur le plan légal. Ça, c'est, je dirais, mon affaire. Maintenant, il faut quand même constater, et à un moment donné, je crois qu'on va y arriver du fait de l'évolution positive qui se produit dans d'autres pays. Le contrôle d'identité à la française, le contrôle de routine, qui est un contrôle au faciès, quasi exclusivement, c'est quelque chose qui est inutile, qui est dangereux et qui coûte cher. Inutile parce que, alors il y a la direction générale de la police nationale en 2014-2015 qui a fait ses études, et je vais aller très vite parce qu'il y a une étude de Rocher qui vient de sortir. Le taux d'élucidation d'infractions à l'occasion des contrôles de routine, c'est au mieux 4-5%. D'après Rocher, la dernière étude, c'est 3%. Et inclus d'après, alors c'est une information qui n'est pas disponible, il faut la vérifier, mais visiblement dans les 3%, il y a les outrages et rébellions. Ça veut dire que c'est un contrôle illégal qui provoque une infraction. Donc c'est inutile, c'est dangereux, bien évidemment. Moi, je me suis mis sur ces problématiques-là après les révoltes de 2005 et la mort de Ziad Ebouna. Et puis c'est coûteux. C'est coûteux parce que c'est 50%, c'est une partie du temps pour les patrouilleurs qui est considérable, qui donc ne sert à rien, est dangereuse. Et je trouve qu'il y a plein d'enjeux, notamment
la protection des personnes vulnérables dans la rue. Moi, je sais qu'on ne vit pas de la même façon la ville quand on est une femme et quand on est un homme, surtout le soir. Il y a tellement d'enjeux sur lesquels la police serait utile. Et mon propos final, parce qu'on critique à raison la police et le lien avec la politique, c'est qu'on a oublié les dispositions de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que la police, elle doit bien évidemment constater les infractions et trouver les délinquants, mais elle doit également et surtout garantir nos libertés fondamentales. Et on voit bien que la liberté d'aller et venir, la vie privée, l'égalité sont en jeu quand on contrôle de cette façon-là. Donc c'est une pratique absolument, pardonnez-moi l'expression, débile, qui a besoin de toutes les énergies pour le constater et passer à autre chose. Et je pense que c'est quelque chose qui est, même s'ils ne le savent pas, et vous avez fait référence, Madame la sénatrice, à un colloque qui était assez extraordinaire, j'ai assisté au même, où les policiers français étaient mutiques devant leurs collègues qui venaient de toute la planète et qui leur disaient on était contre le récépissé de contrôle, on était pour le pouvoir absolu. Et bien rendre des comptes, c'est aussi bon pour nous parce que ça donne des meilleures conditions de travail. Parce que si je remets un récépissé de contrôle, je réfléchis au fondement juridique. Est-ce que j'exprime mes stéréotypes ou je fais quelque chose de légal? Et ben voilà, ça sera une bonne chose pour tout le monde. Voilà, et merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Espérons qu'on arrivera quand même peut-être dans un futur proche à régler en partie au moins ce problème qui est probablement ressenti avec beaucoup de colère par ceux qui en sont victimes. Je ne dis pas celles, parce qu'il y a très peu de femmes qui sont contrôlées. Bon, écoutez, je laisse la parole à ma collègue Sandra Regol et qui va mener le débat de la troisième table ronde. Et voilà, Sandra, à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ces témoignages, ces analyses. On voit qu'il y a un point commun entre tout ça, c'est que ces témoignages ils démontrent qu'au-delà du comportement des agents sur le terrain, de la police, de la gendarmerie, il y a un véritable souci qui part des donneurs d'ordre. Ces donneurs d'ordre, ils sont politiques et c'est donc de ce point de vue-là que la responsabilité est la plus forte, et on l'a vu notamment avec le recul de Vanessa Codaccioni, il est historique. Et il y a au sein de ça une tolérance au racisme qui est organisée, comme le rappelait, comme le soulignait à travers plusieurs exemples tout à l'heure Alexandre Langlois. Et de ce racisme, de ces violences ainsi tolérées, voire même presque plébiscitées parfois suivant les régimes, ça ne fait ni un fonctionnement des forces de l'ordre elles-mêmes, ni un fonctionnement qui permet à la population de se sentir en sécurité. Or, on nous parle énormément de politique sécuritaire, on nous dit que tout ceci, et particulièrement avec ce nouveau gouvernement, est fait pour maintenir l'ordre. Mais d'ordre, il n'y a qu'en apparence. La réalité, elle est plutôt dans l'inégalité de traitement à travers les territoires, suivant où l'on vit et suivant à quoi on ressemble, de la façon dont on est pris en compte. Et quelque part, ce qui se passe au sein de la police, c'est aussi un reflet de ce qui se passe globalement au sein de la société. Et Rokhaya Diallo, vous êtes avec nous ce soir, vous êtes journaliste, vous êtes autrice, vous êtes réalisatrice, vous avez énormément travaillé parce que vous êtes une militante engagée sur les questions de racisme et de féminisme. Et j'aimerais avoir votre retour, questionnement sur comment est-ce qu'on fait avec cette police, avec ces forces de l'ordre qui aujourd'hui ne sont pas incitées à faire autrement, qui sont même limitées quand elles essayent de faire autrement, et sur les conséquences que ça a sur la population en termes de montée des propos racistes, antisémites, misogynes, etc., etc. Rokhaya Diallo, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole.
Ce que je voulais noter par rapport à la question des violences policières, c'est que c'est une question qui est extrêmement ancienne, comme on en a parlé maintenant, et que malheureusement, les États-Unis nous ont donné l'occasion de remettre un coup de projecteur sur des combats et sur des luttes qui étaient extrêmement intense et extrêmement structurelle dans les quartiers populaires notamment depuis très longtemps. Et je crois que la manière dont les questions raciales sont verbalisées, ou plutôt ne sont pas verbalisées dans l'espace public français, a un impact sur la non-prise en considération des violences policières et de la surexposition des personnes non blanches à ces violences, puisqu'on a des rapports depuis très longtemps qui démontrent que, par exemple, un jeune homme, un jeune homme perçu comme étant d'origine maghrébine ou noire a 20 fois plus de risque d'être exposé à un contrôle d'identité que le reste de la population. Et ce qui est clair, c'est que malgré ces chiffres, malgré les multiples condamnations de la France à l'échelle nationale ou internationale, aucune politique vraiment d'envergure n'a été actionnée, activée pour lutter à la fois contre le racisme lié aux violences policières, mais aussi contre le racisme plus institutionnel. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est à la fois une prise de conscience et aussi une possibilité pour une génération d'exprimer des revendications qui ont été portées historiquement par plusieurs autres générations et plusieurs groupes, en fait, de décennie en décennie, sans que ce ne soit audible dans la sphère publique. Merci beaucoup. Merci à vous. On va revenir après, Rokhaya, si vous voulez bien, sur justement cette absence de politique mise en œuvre là-dessus. Mais avant ça, j'aimerais bien Jean-Marie Godard, qui est avec nous, qui est journaliste et qui est auteur d'un livre qui est le résultat d'une enquête d'1 an au sein de la police et qui s'appelle Parole de flic, je ne me trompe pas sur le titre. Et donc, j'aimerais avoir votre retour là-dessus, parce que quand on enquête à l'intérieur de la police, on a aussi un regard et un retour important sur les limitations et sur les possibilités qui pourraient être faites à la société d'avancer si on prenait effectivement, si on mettait en place effectivement des politiques de discrimination. Oui, alors déjà, je voudrais savoir si vous m'entendez bien, parce que je suis un peu dans la rue, là, en fait. Tout à fait. On vous voit et on vous entend, tout va bien. Ok. Bon, moi, donc, j'ai vu la police de l'intérieur. Là, je parle pas de la police judiciaire, qui est un peu un monde à part dans la police, dans la sphère de la police. Avec les stupes, la brigade des mineurs et tout ça, le grand banditisme, c'est un monde complètement à part. Là, je parle vraiment de la police de sécurité publique, de la police de commissariat. J'ai un peu l'impression qu'on fait un peu l'impasse sur le fait que moi, ce que j'ai constaté, il y a tout un chapitre qui est consacré justement à des policiers que j'ai rencontrés, qui sont rentrés dans la police en 1900, à partir de 97, avec les emplois jeunes qui avaient été mis en place par le gouvernement Jospin, la gauche plurielle. D'ailleurs, ça n'a pas été simple pour ceux qui sont rentrés, parce qu'il y avait des considérations un peu que, oui, bah voilà, c'est pas des vrais flics, quoi. Et j'ai rencontré des gens qui étaient parfaitement, en tout cas pour tous ceux que j'ai rencontrés, qui étaient parfaitement bien dans leur boulot, qui sont, je pense notamment à une officier de police judiciaire qui est dans le sud, qui a grandi, qui elle-même a grandi dans une cité à Marseille, dans les quartiers nord, qui a eu affaire à des remarques et à des propos racistes ou complètement déplacés de ses collègues, d'ailleurs beaucoup après les attentats de 2015. En mode oui, mais toi, c'est pas pareil. Voilà. Sa famille, elle a une partie de sa famille en Tunisie. Elle est née en France, mais par exemple, sa mère est retournée en Tunisie. Enfin, voilà. Et donc, tous ces gens-là, ils sont quand même nombreux dans la police. Pour tous ceux que j'ai rencontrés, ils sont bien dans leur boulot. Ils font une distinction entre les grandes villes et les villes de plus petite taille moyenne.
Par exemple, il y en a beaucoup, alors ils n'ont pas tous vécu des comportements racistes vis-à-vis d'eux, enfin, d'ailleurs qui ne sont pas dirigés vers eux, qui sont dirigés vers une catégorie de population en général, et avec cette réflexion, effectivement, oui, mais tout ça, c'est pas un truc généralisé, ça, je peux le dire aussi. J'ai un peu perdu le fil de mon propos. Et, sur la réalité et donc, ouais. du vécu de la police et la différence entre quelque chose qui est organisé et toléré et la réalité de l'engagement d'une partie des forces de police. Et j'explique juste, Jean-Marie Godard, avec les grands changements à la tête du gouvernement, intervient pas mal en ce moment auprès des médias pour oui, c'est ça, oui. ce changement au ministère de l'Intérieur, et donc a eu la gentillesse de quand même continuer à maintenir sa présence parmi nous, mais dans des conditions moins pratiques que ce qui était prévu à la base. Je vous repasse la parole, Jean-Marie. Merci. Alors, sur le côté enfin, je ne pense pas qu'il y ait une... Enfin, très franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire qu'il y a un racisme systémique dans la police. Il y a des propos racistes qui sont tenus par certains policiers, et c'est vrai qu'à l'intérieur de la police, il y a une culture du silence qui est due à plein de choses, hein, qui est due aussi à... Il faut savoir un truc, c'est que comme moi, quand j'ai fait le livre, ça a été très difficile d'établir de la confiance avec les gens que j'ai rencontrés, pas spécialement parce que ils étaient en rejet du journaliste que j'étais, mais parce qu'ils avaient peur de parler. C'est-à-dire que si vous parlez de l'institution policière en dehors d'un mandat syndical, vous risquez d'avoir des ennuis. Vous risquez d'avoir une enquête de l'IGPN sur le dos, vous risquez des sanctions administratives, voilà. Ce qui fait que ça a été compliqué. Et d'ailleurs, dans le livre, tous les gens en fait, les gens ont accepté de me parler à partir du moment où ils étaient sûrs que leur anonymat était garanti, et tous les prénoms ont été modifiés. Même si toutes les scènes et toutes les histoires dans le bouquin sont réelles. Donc, oui, ce que je disais, c'est que je pense pas... Alors, par rapport à cette loi du silence, c'est vrai que sur des propos racistes qui peuvent être tenus par des policiers dans un commissariat, les collègues ne vont pas forcément le signaler. Parce que ça ne se fait pas, parce qu'il y a effectivement cette espèce de loi du silence, parce que si je parle, je vais avoir des ennuis. Voilà, mais je pense pas que ce soit un truc complètement homogène qui est comme ça partout. Enfin, j'ai l'impression qu'on a eu une image de la police qui est assez caricaturale. La police, elle est quand même vachement variée. Il y a plein de métiers différents. Les plus durs étant évidemment ceux qui sont la police de sécurité publique, la police des commissariats et la police du maintien de l'ordre. Voilà. Après, ça ne veut pas dire du tout que le racisme n'existe pas dans la police. Il y en a, clairement. Merci beaucoup, Jean-Marie. On va y revenir juste après. Ouais. J'aimerais bien, si c'est possible, Rokhaya Diallo, que vous réagissiez à ce que vient de vous expliquer Jean-Marie Godard. Alors, merci beaucoup à Jean-Marie Godard pour son intervention et pour ses propos que je trouve très intéressants. Je pense que ce qui est important quand on parle de violence policière, c'est vraiment de penser non pas au caractère individuel, mais à leur caractère structurel. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'accabler des individus, c'est pas pour moi ce qui est pertinent politiquement, mais vraiment de comprendre comment un système, comment ces rouages autorisent le racisme à s'exprimer encore et autorisent ce racisme à se perpétuer. À partir du moment où il n'est plus question de pointer du doigt des individus, leur morale, leur comportement, mais de comprendre comment des mécanismes qui sont hérités de l'histoire se reproduisent d'année en année à travers des gestes quotidiens, à travers le ciblage d'une population, à travers l'impunité aussi policière qui est légion, on arrive davantage à adopter un regard politique sur cette question des violences policières et à ne pas entrer dans une dynamique qui consiste à dire que les gens ne sont pas fondamentalement mauvais parce que c'est pas ce dont il est question ici. Donc, je trouve que ce témoignage vraiment une vraie proximité sur le sujet est très intéressant et c'est vraiment on doit s'appuyer dessus pour comprendre ce qui se passe, mais qu'on doit aussi faire appel aux politiques pour prendre des dispositions sérieuses et qui ne se contentent pas de déclarations, en fait, d'être uniquement sur du déclaratif. Je suis désolée, mais
je peux pas rester avec vous. Malheureusement, j'avais prévu, je suis à un événement, donc je peux pas rester plus. J'aurais bien aimé poursuivre le débat, mais je n'avais pas la possibilité de m'étendre davantage. Donc, je vous remercie de m'avoir convié, de m'avoir tout simplement permis d'exprimer une position par rapport à cette question du racisme et du racisme que j'appelle systémique ou institutionnel. Et j'espère qu'on pourra rattraper les débats sur une autre plateforme. Merci beaucoup, Rokhaya. Et merci à tous de vous rendre disponibles, même quand les emplois du temps bougent très vite. Éric Mirguet, vous êtes responsable de l'association des chrétiens de lutte contre la torture, la peine de mort, et votre association a fait un énorme travail sur justement la façon dont les armes sont utilisées, on va dire vulgairement, politiquement, suivant les différents pays, la façon dont elles sont valorisées, la façon dont certaines armes dites non létales provoquent les traumatismes dont les témoignages ont été faits en début de table ronde. Et j'aimerais vous faire réagir à cette question justement. Éric Mirguet. Oui, merci de me donner l'opportunité de pouvoir donner notre point de vue. Comme vous le disiez, nous, on travaille depuis pas mal d'années maintenant sur cette question de l'usage de la force par les forces de l'ordre. Et en faisant cette étude, on a constaté qu'un certain nombre d'armes, notamment les LBD, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, ainsi qu'un certain nombre de techniques d'interpellation, notamment la technique qu'on dit du pliage et la technique du plaquage ventral, provoquaient de nombreux incidents qui vont même parfois beaucoup plus loin, donc des blessures graves et y compris des décès. Et donc, c'est pour ça que depuis pas mal d'années, on milite et on rappelle pour l'interdiction de ces pratiques et de l'utilisation de ces armes. Ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup d'autres pays européens, elles sont interdites depuis pas mal de temps, et y compris en France, on est très au courant en fait de la dangerosité de ces armes et de ces techniques. David l'a rappelé, à quel point ce type d'arme, David et Gabriel, peut frapper la personne, mais aussi toute une famille. Et il faut garder à l'esprit qu'il y a 13 ans de ça, il y avait déjà eu des affaires très graves avec des personnes éborgnées. Donc la dangerosité des LBD, elle est prouvée depuis longtemps. Et malgré tout, donc 13 ans après, on continue à les utiliser. On nous répond souvent qu'on ne pourrait pas mettre fin du jour au lendemain à l'utilisation de ces armes, à l'utilisation de ces techniques. En fait, on se rend compte que lorsque les premières condamnations datent de 13 ans, que pour le pliage, il a été interdit dans les reconduites à la frontière en 2002, donc ça fait 18 ans. Donc en fait, ce débat, il aurait dû avoir lieu depuis très très longtemps. Et donc maintenant, on est à une phase, puisqu'on parle de réforme, où il faut enfin passer à des actions rapides, parce qu'on voit que les dommages sont trop grands, on voit que l'écart entre les personnes qui sont censées être protégées et les agents qui les protègent devient trop grand. Et donc, il y a besoin d'actions rapides. Et comme je le disais, de nombreux pays les ont supprimés. En Belgique, par exemple, le LBD n'est pas utilisé dans le maintien de l'ordre parce qu'on considère que c'est une arme trop dangereuse. Et il y a eu en fait toute une étude au niveau européen et qui demande à la plupart des pays de revoir leur façon d'envisager le maintien de l'ordre. Et en France, on constate que pour l'instant, il y a un refus de dialogue sur ces questions, malgré la gravité de la situation. On a cette impression de plus en plus, un peu comme d'une forteresse assiégée qui refuse le dialogue, alors que c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu nécessaire. Une police est républicaine et ne peut fonctionner sans le soutien de la population. Une enquête ne peut pas mener à quoi que ce soit si vous faites du porte-à-porte et que personne ne vous répond. Donc, il est vraiment essentiel que les choses changent. On peut s'inspirer de nombreux pays européens. Peut-être un des pays qui peut être le plus à suivre en ce moment, c'est l'Angleterre, puisque non seulement c'est une police qui a peu recours aux armes comparée à la France, et c'est une police à l'inverse qui a des systèmes de contrôle interne extrêmement efficaces, indépendants, et qui se prennent pour honneur de montrer à la population qu'ils agissent. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur leur site, ils vont dire, voilà, aujourd'hui, on a reçu telle plainte et on s'est rendu sur place. Le hasard fait, par exemple, que hier, l'institution qui est l'équivalent des GPN pour l'Angleterre a fait appel devant une cour d'appel pour contester l'acquittement d'un policier parce qu'elle estimait que ça envoyait un mauvais message sur
qu'est-ce que la police fait par rapport à la population. Elle estimait que c'était son devoir donc de représenter la population et de faire appel de cette décision. C'est hélas pour l'instant un mouvement qu'on ne voit pas vraiment se concrétiser en France. C'est même le moins qu'on puisse dire, puisqu'on peut voir par exemple que le dernier rapport de l'IGPN montre qu'il y a eu beaucoup plus de signalements, mais beaucoup moins de sanctions, ce qui peut quand même surprendre. On constate aussi par exemple que le rapport fait la moitié des pages de ce que étaient les rapports les années précédentes, alors qu'on pouvait s'attendre que, vu les enjeux qui sont en ce moment dans la société, l'IGPN pourrait avoir à cœur de démontrer qu'elle va dans le bon sens, dans le sens de ce qui se passe aujourd'hui. Hélas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment cette volonté. Mais comme je le disais, c'est des condamnations et des pratiques qui sont anciennes, qui sont dénoncées depuis longtemps, qui sont abandonnées pour beaucoup d'États. Donc on pense qu'il est vraiment temps d'agir. Merci beaucoup. Ce qu'il y a de bien quand on prend un angle un peu plus éloigné, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays, c'est qu'on comprend, ou en tout cas on commence à voir là où ça coince. Et effectivement, la possibilité d'avoir un contrôle sur ce qui ne va pas dans la police, encore une fois, il ne s'agit pas, comme le disait Rokhaya Diallo tout à l'heure, de stigmatiser des personnes, mais bien de se demander, puisque en l'occurrence, c'est d'un point de vue politique au sens gestion de la société qu'on se pose cette question, mais de se demander comment est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça. On est actuellement sur un changement ministériel, on a des ministres qui se succèdent les uns après les autres, mais en France reste ce tropisme de l'arme qui est censé donner la possibilité à la police de mieux se préserver. On voit que ça ne fait absolument pas ça, mais que ce sont au contraire des violences encore plus grandes que subissent certaines personnes, comme les témoignages de tout à l'heure. Et on voit qu'il n'y a pas de remise en question de la doctrine du maintien de l'ordre, malgré son incapacité à offrir justement la sûreté à tout le monde. Et peut-être, Jean-Marie Godard, vous qui avez beaucoup travaillé avec les gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui, elles, prennent de plein fouet à la fois leur ras-le-bol social, à la fois les changements de directives ministérielles qui peuvent être sur la sellette parfois quand les ministres ou les préfets, eux, sont plus difficilement remis en question. J'aimerais que vous réagissiez peut-être à ce que vient de nous décrire Éric Mirguet sur les différences entre les autres pays, leurs choix politiques, leur façon de restaurer le lien entre population et police. Alors, je vais essayer de faire assez court et concis. Je ne connais pas forcément hyper bien le... Vous m'entendez là? Allô? Oui, tout à fait. Oui. Je dis, je connais pas forcément hyper bien la police à l'étranger. Par contre, là où il y a des grosses failles en France, et on l'a vu au moment des Gilets jaunes, alors sur deux choses. La première, quand on parlait des violences policières tout à l'heure de manière un peu générale, c'est qu'il faut savoir que la police, c'est un peu sur la manière de placer les gens, c'est un peu la même chose que dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui sortent d'école, qui des fois viennent de zones très rurales, qui n'ont jamais été confrontés à des situations de violence, à des situations sociales difficiles. Et ces jeunes-là vont se retrouver sur les terrains les plus durs, qui vont marquer les esprits le plus fortement, quoi. Et là, il y a un vrai problème parce qu'ils ne sont pas du tout préparés et formés à ça. Et donc, ça donne des relations tout de suite conflictuelles avec la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le maintien de l'ordre, il y a deux corps qui sont formés au maintien de l'ordre en France, qui sont les CRS et les gendarmes mobiles. Et il faut savoir que, par exemple, sur les Gilets jaunes, on a mobilisé tellement de policiers qu'on est allé chercher des gens, et d'ailleurs qui étaient munis de LBD, dont le maintien de l'ordre n'était pas du tout le cœur des métiers. Moi, j'ai vu des adjoints de sécurité qui se retrouvés avec des tonfas à boucher des trous de dispositifs de sécurité sur des manifs pendant le mouvement des Gilets jaunes. Des policiers spécialisés dans les délits routiers qui avaient peut-être jamais mis les pieds dans une manif depuis 25 ans. On sortait des commissariats pour aller boucher les trous des dispositifs sur des situations tendues, sur des situations dures. Bref, les failles, elles sont là, quoi. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Éric Mirguet, est-ce que vous voulez continuer sur ce questionnement, vous qui avez en plus
effectué pas mal de rapports, comme vous le disiez tout à l'heure, qui permettent justement d'avoir une vision plus globale et peut-être moins stigmatisante des choses, des outils qui peuvent nous aider à réfléchir à ce que pourrait être la police, les forces de l'ordre de demain, pour essayer de ne pas être dans une police qui terrifie, comme on l'a vu avec Gabriel, qui du haut de ses 14 ans vit déjà avec une peur de ce que peuvent faire certains agents, et au contraire construire une société dans laquelle la police n'effraie pas en raison de sa couleur de peau, de son origine ou du mauvais endroit où on se trouve au mauvais moment, mais qu'elle permette de rassurer pour savoir qu'à chaque moment, la société nous protège et pas que la société risque de nous oppresser. Oui, alors justement, j'irai exactement dans le sens de l'intervention de Jean-Marie Godard. Il y a eu à la fin de l'année dernière un rapport de la Cour des comptes régionale d'Île-de-France qui pointait le fait que, notamment en Île-de-France, il y avait une telle rotation des effectifs, 20% des effectifs quittaient la région parisienne chaque année, et les gens étaient remplacés uniquement par des personnels sortant de l'école de police. Donc ça veut dire que dans les conditions les plus difficiles, on a les personnes les plus jeunes. Et la Cour constatait également que le taux d'encadrement en région parisienne est l'un des plus faibles de France. Il tourne à 12-13% lorsqu'il est à 33% dans la plupart des autres départements. Donc voilà, on se retrouve avec des unités, avec un encadrement faible, qui bien souvent lui aussi sort de l'école, avec des agents qui sortent de l'école pour la plupart et qui partent assez rapidement. Donc ça, c'est un énorme problème qui fait que toute réforme, toute mesure est difficile à mettre en place puisqu'il manque l'expérience et l'encadrement nécessaires. Après, au-delà de ça, on estime, suite à nos constats, qu'effectivement, cette question de la spécialisation, elle est essentielle. On a pu constater, comme le disait Jean-Marie Godard, lors des problèmes de manifestations de gilets jaunes, que beaucoup des incidents étaient commis par notamment des services de BAC qui venaient en renfort pour faire des interpellations au sein d'un dispositif de maintien de l'ordre, des personnes donc qui n'étaient pas habituées à ce type d'environnement, qui n'avaient pas les codes et qui donc étaient moins à même de savoir réagir lorsqu'elles étaient confrontées à des situations qu'elles n'ont pas l'habitude de vivre. Donc la spécialisation, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Et également, cette sélection d'armes. On sait que dans le maintien de l'ordre, on fait face à des foules. Donc l'utilisation d'armes, ce qu'on appelle indiscriminées, c'est-à-dire qui vont viser tout le monde. Lorsqu'on arrose de gaz lacrymogène, par exemple, ça ne va pas tendre à faire descendre la pression. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup sur ces notions de désescalade. C'est-à-dire s'assurer qu'on ne fait pas des choses qui vont faire que, déjà que les choses sont tendues dans ce type d'environnement, ça va empirer les choses. On l'a vu par exemple récemment avec cette affaire où cette infirmière était arrêtée. Lorsqu'on voit ce qui se passait sur la place, est-ce que le principal danger auquel étaient confrontées les forces de l'ordre étaient les cailloux que lançait cette personne? On peut franchement en douter. Par contre, le fait d'aller l'interpeller de manière volante fait que toutes les personnes qui sont autour s'énervent, se mettent à réagir. Donc voilà, il y a une perte peut-être de lucidité, mais en tout cas de volonté de ne pas accentuer les violences, de ne pas accentuer la tension, en allant trop vite sur les interpellations, en mettant trop de gens qui ne sont pas formés à ce type d'environnement et en leur permettant d'utiliser un armement et des techniques qui peuvent avoir des incidences beaucoup trop graves par rapport à ce qui est en jeu. Dans beaucoup de pays, on préfère, entre guillemets, laisser tomber pour que ça se calme, plutôt que d'intervenir et aggraver les choses. C'est une évolution qui est de plus en plus constatée en France. On le voit par exemple, ce qui s'est passé l'année dernière lors de la fête de la musique. Des incidents équivalents en 2017, la police n'était pas intervenue et avait laissé les jeunes partir au bout d'une demi-heure. En 2019, il y a eu une intervention rapide avec utilisation de LBD, de gaz lacrymogène, alors qu'il s'agissait simplement de jeunes qui continuaient à faire de la musique à 4h25 du matin. Donc il faut vraiment qu'on revienne sur tout ça. Alors, puisque vous mettez l'accent sur les inégalités territoriales dans la gestion des forces de police et dans la façon dont ça et les conséquences que ça a en fait sur les personnes à travers les territoires, ce qui est un gros souci et un gros enjeu actuellement, peut-être qu'on peut revenir un peu en arrière et passer la parole à Franco Lolia du collectif Stop Contrôle aux Faciès pour réagir rapidement sur ce point, si vous voulez bien, Franco.
Oui, bah, je serai très rapide parce que je l'avais évoqué de manière succincte. C'est-à-dire qu'effectivement, le recrutement des policiers, des personnels qui sont engagés dans la police et qui ne savent pas forcément à quel type de population ils ont affaire et qui effectivement connaissent ces populations à travers des émissions télévisées qui sont très spectaculaires, du genre enquête exclusive, etc., ça peut donner qu'un cocktail explosif. C'est vrai que si on a l'impression qu'on a les pires racailles et tout ce qui s'ensuit et qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'intervenir violemment pour résoudre un problème, on comprend. C'est là où je dis que tout est lié à l'imaginaire et que cet imaginaire, il est enraciné dans une histoire qui est l'histoire liée à la question de la classe, mais aussi l'histoire liée à la question de la race. Et bien qu'on sache qu'elle est scientifiquement infondée, mais qui fait partie comment dire, d'une histoire coloniale, en fait. Et donc, effectivement, c'est un travail sur les imaginaires hein, en filigrane qu'il faudrait faire et que avant même de parler uniquement, de se focaliser, c'est ça que j'essaye de dire, sur la police et ce corps institutionnel, il y a le problème de la formation, mais la formation, c'est avant la police. Que dit l'école de ces personnes-là, issues de ce qu'on appelle l'immigration, issues des anciens territoires coloniaux? Que dit donc la télévision de ces personnes-là, effectivement, qui participent après à pas mal de fantasmes et tout ce qui s'ensuit. Et donc, effectivement, après, il y a une incompréhension totale. Et donc, voilà, c'est vraiment, comment dire, une volonté étatique qui vise à présenter les gens autrement ou ne vise pas à le faire. Et tant que ça, ce ne sera pas résolu, il est évident qu'il y aura comment dire, tout ce qui est en termes de communication ne pourra être qu'explosif et ce sera un discours ou un langage de sourds plus exactement. Donc, je rejoins parfaitement le propos de personnes qu'on envoie dans ces endroits sans les avoir formés à la réalité de ces endroits et qui viennent avec des idées reçues, des fantasmes et que de part et d'autre, hein, et que ça crée effectivement des choses insolubles et qu'on a du mal à résoudre, quoi. Mais tout ça, c'est une volonté étatique et non pas qu'une volonté policière, c'est ça que je veux dire. C'est comme ça qu'on pourra le résoudre, à mon avis. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Jean-Marie Godard veut réagir à cette question qui est beaucoup plus large, hein, qui est que dans une société où les propos racistes se généralisent, en tout cas sont plus tolérés, et où des éditorialistes ont antenne ouverte, je pense notamment à M. Zemmour, propageant des mythes dégradants pour plusieurs catégories de la population. La police est un reflet de cette société dans laquelle on laisse évoluer des formes de violence symbolique, des formes de violence racistes, et tout ceci est un problème effectivement très politique au sens de gestion de la société. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus rapidement, Jean-Marie Godard? Et puis après, ça fait... Ok, donc là, ça fait 1h30. On s'était dit qu'on essayait de tenir un délai correct pour que ce ne soit pas trop long. Si l'un de vous veut rajouter un mot de conclusion, je vous en prie. Et sinon, oui. Oui, je veux bien vous dire 2-3 choses là-dessus. Non, mais c'est intéressant parce que, par exemple, l'histoire du passé colonial, je ne sais pas si dans la société ça infuse encore. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que les jeunes policiers qui sortent de l'école aujourd'hui, ou même ceux que j'ai rencontrés qui ont 40 ou 45 ans, l'histoire des guerres d'Algérie, je veux dire, ils n'y pensent même pas, quoi. Ils ont, même dans leurs écoles, on n'en a pas parlé, enfin, ils n'ont plus rien à voir avec ça. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est cette histoire justement de territorialité. Je peux vous dire qu'entre les jeunes policiers que j'ai rencontrés qui se retrouvent dans des endroits qui sont loin de chez eux, sur des terrains qu'ils ne connaissent pas, ont une manière beaucoup plus conflictuelle d'aborder les choses que les policiers que j'ai pu rencontrer en province, justement, qui avaient fait leur classe à Paris et qui étaient plus âgés et qui étaient revenus dans des endroits où ils avaient grandi, y compris des grandes agglomérations en province, sur un terrain qu'ils connaissent, où ils ont grandi, où parfois ils sont revenus dans des endroits où ils connaissent même les parents des jeunes auxquels ils ont affaire quand ils font des contrôles ou avec lesquels ils discutent, et que l'ambiance est absolument pas du tout la même. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Et ça, c'est quand même très intéressant.
C'est très intéressant, effectivement, parce que ça rappelle aussi le lien humain qu'il y a entre les deux et combien supprimer les rapports de proximité a eu des conséquences que l'on paye au prix fort aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous et je vais passer la parole à Esther Benbassa pour conclure maintenant. Avant de passer aux remerciements, je dirais que ce fut un colloque passionnant, un colloque pas seulement politique. Moi, j'ai été longtemps universitaire et c'était d'une qualité exceptionnelle et nous avons pu apprendre plein de choses, même si nous n'avons pas trouvé des solutions. Les solutions ne sont jamais immédiates et la réflexion devrait toujours commencer à un moment donné pour qu'on aboutisse lentement à disons, des sortes de changements, d'influence. Nous, les politiques, tout seuls, nous ne pouvons pas tout faire, mais avec ce panel, vous nous avez appris plein de choses et nous continuerons, nous aussi, à penser la question. Et j'espère que le coronavirus sera déjà passé et que nous pourrons recommencer au Sénat en présentiel, puisque c'est le mot à la mode, en présentiel et faire une journée sur cette question. Vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Ce n'est pas que des mots de politiciennes. J'ai reçu plein de messages de personnes qui me connaissent et qui sont également ravis. Alors, avant de terminer, je vais vous raconter une anecdote parce que quelque part, c'est ce qui m'a le plus rapproché de ces gens qui sont humiliés par ces contrôles, qui sont humiliés lorsqu'ils manifestent dans la rue, lorsqu'ils sont battus, etc. Moi, je n'ai pas été battue, mais je me souviens, il y a quelques années, deux policiers m'arrêtent pour contrôler mes papiers. J'étais dans la voiture, c'est pas écologique, mais j'étais dans la voiture. Et puis, bon, ils regardent les papiers, puis ils voient le macaron du Sénat. Et entre-temps, je leur avais parlé parce que je les avais remerciés quand ils m'avaient rendu les papiers. Et ils s'arrêtent, ils me disent, vous avez pris où ce macaron? Ben, j'ai dit non, je suis sénatrice, on m'a donné ce macaron, il l'a posé à la vitre de ma voiture. Ils me disent, ce n'est pas vrai. Tout ça parce que j'avais un accent. Ils appellent le Sénat, je me suis sentie humiliée. Peut-être pas autant que ces jeunes qui se font quotidiennement contrôler, toutes ces personnes qui subissent des violences de la part de la police. Là, c'est peut-être une sorte de xénophobie, oui, mais ça m'a marqué. En tout cas, nous sommes des pessimistes actifs, tous et toutes. Alors, je dis qu'on va continuer la prochaine fois, dans quelques temps. Je remercie toutes les intervenantes, tous les intervenants. Je remercie aussi le public qui a assisté et je dis chapeau à toutes les équipes qui, avec peu de moyens, ont pu réaliser ce meeting, ce petit meeting. Et je dis chapeau à Sandra, Léa, Benjamin et les autres. Je vous dis à la prochaine fois et merci encore et continuons le combat.